Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un article qui a été publié récemment, en fin juillet 2024, et qui s'appelle Quantifying Attrition in Science, a cohort-based longitudinal study of scientists in 38 OECD countries. Donc je vais faire ma présentation en français, et puis j'ai bien aimé le format que Télé avait adopté la dernière fois, donc faire une brève présentation des auteurs. Donc les deux auteurs, donc c'est le Marek Kouek, qui est professeur euh, en recherche institutionnelle et politique de l'enseignement supérieur et directeur de l'Institute for Advanced Science Studies in Social Sciences and Humanities en Pologne, et qui aujourd'hui en fait est aussi directeur de l'IAS, l'Institute for Advanced, ce que je viens de dire, pardon, à l'université de Pologne. Et le deuxième, donc ses recherches sont plutôt dirigées sur des études quantitatives en sociologie des sciences, et plutôt avec un focus sur la recherche dans l'enseignement supérieur. Et donc il a coécrit donc ce travail avec son doctorant, qui est Lucas Simula, qui, d'après ses travaux de recherche publiés, donc est doctorant en computer science, et qui s'intéresse notamment, pareil, à des thématiques de sociologie des sciences, avec un focus particulier sur tout ce qui est dimension démographique, sociologique et disciplinaire dans la recherche académique aujourd'hui. Alors, en termes d'introduction de cet article, en termes de contexte et d'introduction, donc ce qui est observé depuis plusieurs années, c'est que le taux d'attrition en sciences, donc c'est-à-dire le taux de départ en sciences, touche particulièrement les femmes. Ces dernières rapportent dans plusieurs études faire face à de nombreux obstacles, comme par exemple un environnement souvent perçu comme hostile, des difficultés à concilier à la fois sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et des difficultés aussi et des défis liés à des transitions spécifiques de la vie, notamment comme la maternité. Pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est parce que je l'ai vécu en post-doctorat. Le fait de retourner au post-doctorat après mon congé maternité a été vécu comme une difficulté. Aussi, la grossesse, je dois avouer, qu'elle a été vue comme une difficulté, ne pouvant pas effectuer certains types d'expériences. J'étais limitée dans les expériences que je pouvais mener. Et donc, j'ai dû réorienter mon projet. Donc, ça a influencé également mes productions scientifiques. Et donc, ces difficultés-là vont influencer effectivement plusieurs aspects des carrières des chercheuses, notamment quant à l'accès aux promotions académiques, à la productivité en recherche, donc à la productivité du nombre d'articles, au financement obtenu, et à des reconnaissances de tout type, que ce soit à travers des prix ou des distinctions. Et comment cela se traduit en conséquence? Ça se traduit par conséquence par moins de femmes qui ont des postes de chercheurs attitrés dans le secteur académique. Et cela réduit donc aussi, ça se traduit aussi par une réduction des collaborations internationales des femmes en recherche académique. Et aussi, ce qui a été étudié, c'est qu'il y a aussi une réduction dans l'impact des facteurs d'impact des journaux dans lesquels publient les femmes. Et donc, par conséquent, moins de citations. Donc, en gros, tous les critères d'évaluation du système académique ne sont pas en faveur des femmes par rapport à tous ces obstacles et ces difficultés qu'elles traversent au cours de leur carrière. Et donc, pour expliquer cela dans la littérature qui traite de la thématique des femmes et de la science, donc il y a deux grandes hypothèses qui sont discutées dans la littérature. Donc, il y a la première qui s'appelle The Pipeline Metaphor, qui en fait souligne les liens directs entre les étapes éducatives et les occupations professionnelles qui en résultent, donc les carrières associées aux étapes éducatives, et, montre en fait que peu de femmes sont présentes dans le milieu académique, parce que initialement elles sont peu présentes aussi dans le niveau universitaire à des postes tels que en tant qu'étudiante, que doctorante et de jeunes chercheurs. Et du coup, pour expliquer le manque de femmes dans les disciplines, pardon, j'ai oublié de préciser, c'est que toute la littérature dont on parle se focalise sur les disciplines STEM.
Et du coup, cette hypothèse-là dit que pour pallier à ce manque de femmes dans la recherche, en tant que chercheur certifié, disons, peut être compensé par l'augmentation des étudiantes, des doctorantes et des jeunes chercheurs. Donc, en augmentant le nombre de femmes à des occupations comme étudiantes, doctorantes et chercheurs et jeunes chercheurs, on pourra ainsi réalimenter le pipeline et du coup augmenter le nombre de chercheuses titulaires total. Donc ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, c'est de regarder plus tout ce qui se passe au niveau institutionnel. Donc, quand j'ai regardé ça un peu, ça m'a fait penser aux discussions qu'on avait eues en lycée entre la façon dont Eric et Jeanne abordent un objet de recherche, donc que ce soit individuel ou institutionnel ou plus global. Et du coup, là, la deuxième hypothèse, elle se passe plutôt elle met l'accent sur le fait qu'en fait, les chercheurs évoluent dans des conditions de travail qui vont finalement influencer leur parcours. Et donc, dans ce contexte, la progression des femmes dans le milieu académique va dépendre finalement largement du soutien et des dynamiques organisationnelles qui se sont mises en place au sein des institutions dans lesquelles elles travaillent. Et donc, dans l'article aussi, ce qui est discuté aussi, c'est en fonction des départements dans lesquels évoluent les femmes, du coup, il y a plus ou moins de difficultés à progresser au sein de ces départements. Donc, en quoi consiste l'étude? L'étude, ce qu'elle a pour objectif, en fait, d'analyser les variations du taux d'attrition en sciences, qui est défini dans ce cas précis-là comme l'arrêt de publication, en fonction et en regardant ce taux d'attrition en fonction de plusieurs facteurs, en fonction du genre, de la discipline, et en regardant à deux époques différentes, donc sur deux cohortes d'individus scientifiques différentes, à deux époques, donc en 2000 et en 2010. Et c'est également une étude longitudinale. Donc ces deux cohortes scientifiques sont issues de 38 pays de l'OCDE, qui ont commencé donc soit à publier en 2000, soit à publier en 2010. Je vais vous montrer ensuite comment les cohortes ont été fabriquées. Je vais vous détailler un peu plus, vous décrire plus en détail comment les cohortes ont été fabriquées. Ensuite, les disciplines d'études de cet article sont uniquement les disciplines de STEM, donc de sciences, technologies, sciences de l'ingénieur mathématiques et médecine. Et donc, l'idée, c'est de regarder au sein de ces disciplines-là l'évolution donc du nombre de chercheurs en fonction du genre de la discipline et surtout la différence entre hommes et femmes au sein des disciplines. Et donc, comment sont issues les données? Donc, les cohortes sont fabriquées à partir de la base de données disponible sur Scopus. Donc, Scopus, c'est une énorme base de données bibliographique qui est disponible à tout ce qui est open. Alors, ensuite, une fois, la première chose à faire, donc, c'est de mettre en place ces deux cohortes. Donc, la cohorte qu'on va appeler cohorte 2000 et la cohorte qu'on va appeler cohorte 2010, et de classifier les individus dans ces deux cohortes en fonction de leur genre, de leur discipline et de leur pays d'origine, de leur pays. Donc, on va discuter ensuite plus tard comment ils ont fait cette attribution. Et ensuite, l'ensemble des publications sont suivies jusqu'en 2022. Et l'idée ensuite, c'est d'analyser le taux de survie par modélisation des durées de publication et du moment de l'arrêt. Donc, pour cela, ce qui est utilisé, c'est pour comprendre la durée des carrières de publication et identifier les moments d'arrêt de publication. Ce qu'on appelle des analyses de survie ont été réalisées. Donc, je vais décrire un peu plus tard aussi en quoi ça consiste, les analyses de survie. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette façon de traiter les données. Moi, j'étais pas du tout familière avec ça avant de lire l'article. Du coup, on va revoir tout ça en détail pour qu'on soit tous au même niveau pour la compréhension de cet article. Et donc, ces analyses permettent en fait de modéliser la durée d'activité scientifique et le moment précis en fait où les chercheurs vont cesser de publier. Donc ensuite, comment sont représentées les données? Les données sont représentées sous forme de plusieurs types de représentations visuelles, soit des courbes de survie, des courbes de survie de Kaplan-Meier, qui montrent en fait la probabilité de continuer à publier.
des courbes qu'on appelle des courbes de Hadar rate qui indiquent en fait le risque à un instant T d'arrêter de publier, et des courbes de densité de kernel qui, elles, permettent de mettre en évidence finalement les périodes où les départs des scientifiques sont les plus fréquents. Donc voilà, ça donne un peu une idée dynamique de l'évolution de ces parcours au cours du temps. Donc on va passer un peu de temps maintenant sur, je vais vous expliquer concrètement comment sont fabriquées les deux cohortes. Donc les différentes étapes. Dans un premier temps, il faut identifier, donc à partir de Scopus, les scientifiques qui ont commencé à publier en 2000 et en 2010. Donc deux catégories, on sélectionne uniquement les scientifiques qui ont publié, qui ont commencé à publier, qui ont un premier article mentionné sur Scopus en 2000 et en 2010. Ensuite, l'idée, c'est de sélectionner parmi eux, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout discuté dans l'article. Eux, ils ajoutent un critère de sélection de ces scientifiques-là qui ont commencé à publier en 2000 ou en 2010 en disant qu'ils ne sélectionnent que les scientifiques qui ont au moins 2 publications ou articles de conférence. Ensuite, sur l'ensemble de ces individus, de ces scientifiques sélectionnés, ils leur attribuent un pays d'affiliation. Comment le pays d'affiliation est attribué? Donc, à partir du portfolio de publications qui est disponible sur Scopus d'un auteur, donc l'ensemble de ses publications. Sur l'ensemble des publications, les pays d'affiliation sont mentionnés par l'auteur et sont ensuite recueillis. Et pour chacun des auteurs, en fait, ils vont favoriser le pays qui est le plus de fois comptabilisé parmi la liste des publications, et c'est ce pays-là qui va être attribué à l'auteur. L'attribution du genre, ensuite, pour attribuer le genre, ils utilisent un logiciel qui s'appelle NAMSOR, qui est en fait un logiciel qui analyse les données textuelles et qui associe finalement sur la base de 3 critères, que ce soit le prénom de l'auteur, le nom de famille de l'auteur et le pays dominant de l'auteur, et permet à partir de ces 3 critères d'associer un genre à l'auteur. Et enfin, l'attribution de la discipline, comment la discipline est attribuée à chacun des auteurs qui contribuent à cette étude. La discipline et le critère qui est utilisé, c'est de choisir la discipline finalement qui est dominante parmi celles qui est associée au revue des articles cités. C'est-à-dire que si un auteur publie et cite beaucoup d'articles, en fait, la discipline qui va être attribuée à cet auteur, c'est la discipline relative aux articles qui ont été situés dans son portfolio de publication, et tout au long de sa carrière. Une fois que ces cohortes sont fabriquées, sont mises en place, ce qu'il faut faire, c'est regarder, donc commencer l'analyse et faire des calculs de probabilité de survie des individus. Alors, comme critère, c'est l'arrêt de la publication, en fait, qui est considéré comme indicateur principal du départ de la science. Donc, c'est quelque chose qui est discutable et effectivement, et qu'on pourra discuter à la fin de la présentation comme justification de critères pour sélectionner des individus qui continuent de travailler en sciences. Donc, c'est uniquement la publication qui est considérée. Par exemple, donc, un individu qui est considéré comme ayant quitté la science si aucune publication n'est enregistrée l'année suivante de sa dernière publication. Donc, si la dernière publication d'un scientifique est 2018, il est considéré comme ayant quitté la science en 2019. Ensuite, si un individu, par contre, a publié en 2019 ou après 2019, il est considéré comme ce qu'on appelle censuré, c'est-à-dire qu'on ne sait pas au moment de l'étude où est-ce qu'il en est, et l'étude ne permet pas de connaître le futur de cet individu, et donc il est considéré comme censuré. Donc la censure, c'est un moyen de gérer des données incomplètes dans des études longitudinales comme celle-ci, et qui permet en fait de maximiser les informations disponibles sans faire d'hypothèses injustifiées après le moment de l'observation.
Donc voilà, ça c'est ce que je viens de dire. Hop, ça aussi c'est ce que je viens de dire. Et donc ensuite, par rapport à toutes ces données-là, ce qu'on va faire, c'est calculer une probabilité de survie à chaque moment, à chaque intervalle considéré, donc tous les ans après la première publication, donc en 2000 et en 2010 sur les deux cohortes, à chaque intervalle. Et donc, bon, bah, ça, c'est juste pour vous donner la partie théorique mathématique de ce calcul de probabilité. Ouais, Floriane est contente de voir une petite équation. Et donc, ça, c'est le calcul qui est effectué pour l'ensemble des individus. Et sur quel type de tableau on a à faire? Donc, ça, c'est un exemple de la cohorte 2000. Donc, c'est exactement le même tableau qui est montré pour la cohorte 2010. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, donc, vous avez le numéro de l'individu. Ensuite, vous avez une colonne qui montre en fait le nombre de personnes ayant publié cette année-là, le nombre de personnes qui sont parties donc cette année-là également, et ensuite un calcul du coup de la probabilité de rester de rester, la probabilité de rester, et ensuite un intervalle de confiance pour cette probabilité qui est estimée. Voilà, donc voilà. Et donc c'est la même chose qu'on a comme données pour la cohorte de 2010. Et en fait, cela permet de tracer des courbes de Kaplan-Meier. Donc voilà à quoi ça correspond une courbe de Kaplan-Meier. Donc ça s'appelle une Kaplan-Meier Survival Curve. Et donc bon, juste pour que tout le monde, pour qu'on soit tous au même niveau, je vais expliquer un peu pour être sûr que ce soit bien clair pour tout le monde. Ce qu'on voit en abscisse et en ordonnée. Donc en ordonnée, ce qu'on observe en fait finalement, c'est la proportion d'individus qui reste et qui correspond finalement à la probabilité de survie de l'événement. Donc ici, ça correspond à la probabilité qu'un individu n'ait pas encore expérimenté l'événement, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrêté de publier à un moment T. Et en abscisse, ce qu'on a du coup, c'est les différents intervalles de temps considérés. Donc ce qu'on regarde, c'est tous les ans à partir du début des publications, donc à partir de 2000 ou à partir de 2010. Alors, pourquoi les courbes ont une forme d'escalier? Parce que le binning est de 1 an. Donc, on regarde tous les ans ce qui se passe sur l'espace d'1 an. Et pourquoi, on pourrait se poser la question aussi de pourquoi on atteint un espèce de plateau à la fin qui varie très peu. Parce qu'à partir de 2019, comme je l'ai dit tout à l'heure, les individus sont considérés comme censurés, c'est-à-dire un individu qui est toujours considéré comme actif, donc qui publie encore et qui ne va pas faire varier finalement cette probabilité. Et on ne sait pas, du coup, le futur de cet individu, donc s'il vivra l'événement plus tard ou pas, car son suivi, en fait, s'arrête avant qu'il ne soit observé. Donc, par conséquent, la courbe va rester constante à partir de 2019 pour les individus, à partir de 2019, année pour laquelle les individus sont considérés comme censurés. Alors, ce qu'on voit sur la cohorte de 2000, déjà, en bleu foncé, donc on a les hommes, en bleu clair, on a les femmes. Ce qu'on voit, c'est que pour les deux genres, le taux de survie diminue drastiquement les premières années après la première publication, à la fois pour les hommes et les femmes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'une différence apparaît entre les hommes et les femmes à partir de la 4e année qui suit la première publication. Si on regarde la courbe équivalente pour la cohorte de 2010, donc vous voyez que le profil est vraiment différent. Ce qu'on voit là encore, c'est que la pente en fait est beaucoup plus importante en début de carrière, donc le taux de survie diminue grandement en début de carrière. Par contre, il a tendance à ralentir au cours du temps. Et par contre, ce qui est assez étonnant de voir, c'est que sur les 10 ans entre les deux cohortes, la différence en genre s'est complètement effacée. Ce qui est aussi intéressant de voir, de regarder, c'est le nombre d'individus qui ont été sélectionnés pour cette étude. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2000, on a 143 000 individus, et en 2010, plus de 230 000 individus. Donc le nombre de personnes qui ont commencé à publier en 2010 est beaucoup plus important qu'en 2000. Voilà.
Alors ensuite, si on regarde donc plus en détail ce qui se passe sur la cohorte de 2000, ce qu'on voit donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à partir de la 4e année, une différence entre les hommes et les femmes devient évidente. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'environ un tiers des scientifiques ont quitté la science 5 ans après le début des publications, d'après leurs critères à eux, qui consistent à dire qu'on quitte la science quand on arrête de publier. Environ la moitié ont arrêté après 10 ans. Donc là, ce qui est intéressant aussi sur la cohorte de 2000, c'est que c'est une étude qui est extrêmement longue en temps. Donc, permet d'avoir une bonne vision temporelle de ce qui se passe. Et qu'environ 2 tiers ont cessé de publier à la fin de la période d'étude, ce qui est assez important. Et ce qu'on voit, ce qui est aussi assez alertant, c'est que les femmes sont environ 10% plus susceptibles de quitter la science que les hommes après 5 ans. Et si on regarde, du coup, après ces 19 ans d'études, ce qu'on voit, c'est que parmi les scientifiques encore observables et considérés comme comme personnes qui publient encore, comme n'ayant pas quitté la science parce que publient encore, la probabilité de rester active est de 29,4% pour les femmes, tandis qu'elle est de 33,6% pour les hommes. Donc, une différence qui est notable entre les hommes et les femmes. Si on regarde maintenant, les auteurs se sont aussi penchés, comme j'ai dit au début en introduction, sur l'ensemble des disciplines qu'englobent les STEM. Donc, ils ont également tracé ce type de graphique pour l'ensemble des disciplines. Donc, je ne vais pas faire un détail de chacune des disciplines, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que finalement, la plupart des disciplines de la cohorte de 2000 montrent des différences en fonction du genre. Ce qui n'est pas le cas par contre pour les mathématiques et la physique, qui sont des disciplines qui sont extrêmement genrées, avec un haut ratio d'hommes par rapport aux femmes. Vous voyez que pour la physique, je ne sais plus, c'est autour de 18% de femmes, et pour les maths, je ne sais plus, c'est 22%. Donc des ratios très petits de femmes dans ces disciplines-là, mais par contre, pas d'écart entre les hommes et les femmes dans l'attrition aux sciences au cours du temps. Pour la cohorte de 2010, donc ce qu'on voit, c'est que 9 ans, donc en 2019, 9 ans après la première publication, la probabilité de survie pour une femme est cette fois-ci de 41,4%. Et pour un homme de 42,4%. Donc, beaucoup moins de différence que ce qui avait été observé sur la cohorte de 2000. Ce qu'on voit par contre également sur la cohorte de 2010, c'est que les départs, vous voyez que les escaliers, les marges d'escalier sont plus importantes en début de carrière en début après les premières publications, que en fin de plusieurs années après le début des publications. Si on regarde par discipline maintenant, donc là, l'image, la figure est encore moins lisible parce qu'elle fait partie des supplementary information, donc la qualité est moindre, donc c'est pas évident de voir tout le détail, mais en gros, visuellement comme ça, ce qu'on remarque, c'est quand même que il y a de l'amélioration au sein des disciplines, c'est qu'il y a moins de différence entre les hommes et les femmes par rapport à la cohorte de 2000. Ce qui est intéressant de regarder ensuite, les auteurs se sont penchés sur des disciplines à forte proportion de femmes et à des disciplines à faible proportion de femmes. Donc, ils se sont penchés sur la physique et la biologie. Donc, vous regardez, ils ont regardé ces deux disciplines au niveau des deux cohortes. Alors, ce qu'ils ont fait pour ces deux disciplines, c'est qu'ils ont tracé 3 courbes. Donc, la première, c'est le Survival Regression Curve, donc qui est une régression exponentielle en fait de la courbe précédente que je vous ai montrée. Donc, ça permet de donner une vision cumulative de la proportion d'individus encore actifs au cours du temps. Ensuite, ce qu'ils ont fait, ils ont tracé ce qu'on appelle le Hazard Rate Curve, qui représente en fait la probabilité qu'un événement survienne à un instant T. Donc, c'est-à-dire que ça correspond finalement au risque de quitter la recherche, d'arrêter de publier à un instant T. Et donc, on regarde, en fonction des courbes, on voit bien
que les courbes en biologie, donc non seulement au niveau du Survival Regression Curve, que du Hazard Rate Curve, on voit que les courbes pour les hommes et les femmes sont très différentes, avec un risque beaucoup plus élevé pour les femmes d'attrition que pour les hommes à tout moment de la carrière. Et enfin, le troisième graphe qui est présenté, c'est ce qu'on appelle la Kernel Density Curve, et qui en fait est un outil statistique qui permet de représenter la densité de probabilité d'une variable continue. Donc, qu'est-ce que ça montre en fait? L'évolution d'une variable au cours du temps, et ça montre finalement les tendances temporelles d'une variable et les périodes finalement qui seront plus actives, c'est-à-dire les moments où les événements vont être plus fréquents. Et on voit ici que à la fois pour les hommes et les femmes, il y a un pic, donc une augmentation de cette courbe en début de carrière. Donc c'est un moment qui est propice à l'attrition en sciences, à la fois pour les hommes et les femmes, avec toujours en biologie les hommes, les femmes qui ont une probabilité plus importante de quitter la science. Si on compare avec la physique, c'est intéressant de regarder avec une discipline qui est extrêmement genrée dans le sens où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes en physique. Ce qu'on voit pour la physique, c'est que les disciplines que les différences de genre sont beaucoup moins, sont pas présentes en fait. Il y a très peu de différences de genre entre les hommes et les femmes pour la physique. Et en fait, dans les courbes de Hazard Race Curve et de Kernel Density Curve, ça montre vraiment des moments spécifiques à regarder et des risques spécifiques à étudier à un moment donné. Et donc, c'est intéressant de regarder, ça donne une information sur le risque et sur le moment où l'événement est le plus propice à avoir lieu. Et donc, on voit que les profils de ces deux disciplines sont très différents. Donc ça, c'est la cohorte de 2000. Et donc, ces deux disciplines se comportent très différemment. Ils ont regardé aussi, les auteurs se sont penchés aussi sur les computer science, qui est une discipline émergente aujourd'hui. Donc déjà, si on regarde entre la cohorte de 2000 et la cohorte de 2010, le nombre de scientifiques considérés dans chacune de ces cohortes, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2000 et 2010, on a presque le double de scientifiques dans la cohorte de 2010 par rapport à la cohorte de 2000. Et le deuxième point qui est aussi observé grâce à ces résultats, c'est que malgré le fait que la discipline soit très genrée, plus d'hommes que de femmes initialement, les différences en fait dans l'attrition aux sciences sont très faibles entre les genres. Ce qu'on observe en fait, c'est un inversement de la dynamique genrée, c'est-à-dire que les premières années après les premières publications, donc ce sont plutôt les femmes qui ont un risque. Si vous regardez le hazard rate curve, vous voyez que ce sont les femmes au début qui sont au-dessus des hommes dans les deux cohortes. Et après, il y a un inversement après quelques années où finalement, ce sont plus les hommes qui vont avoir un risque de quitter cette discipline, quitter la science dans cette discipline. Alors, en conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que un tiers des scientifiques de la cohorte 2000 ont cessé de publier après 5 ans. La moitié ont cessé de publier après 10 ans. Et après 19 ans, seulement 29,4% de femmes et 33,6% d'hommes continuent à publier. En termes de différence de genre entre la cohorte de 2000 et la cohorte de 2010, sur la cohorte de 2000, les femmes quittent la science plus rapidement que les hommes. Donc, la probabilité de quitter après 5 ans est de 32% pour les femmes contre 29% pour les hommes. Et la différence est plus marquée encore après 10 ans. Pour la cohorte de 2010, cette différence s'atténue, suggérant des changements dans les dynamiques de ces disciplines. Ensuite, ce qui est aussi intéressant de voir aussi, c'est les différences disciplinaires, à savoir que les disciplines avec forte proportion de femmes, comme la biologie, sont les disciplines qui montrent finalement un taux d'attrition le plus élevé pour les femmes par rapport aux hommes.
Les disciplines à prédominance plutôt à faible proportion de femmes, elles, vont montrer peu de différence entre les deux genres. Au niveau de l'étude longitudinale, entre 2000 et 2010, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des évolutions. La disparité entre les hommes-femmes va diminuer entre les cohortes 2000 et 2010, en particulier dans les disciplines STEM où les femmes sont sous-représentées. Comme hypothèse, ça peut être un indicateur d'une meilleure intégration ou d'un environnement moins hostile pour les femmes par rapport à ce que je discutais au début en introduction. En termes de limites de l'étude, une limite importante à mentionner, c'est que l'étude analyse uniquement les scientifiques ayant publié des travaux et exclut les non publiés, donc ceux qui n'ont pas de publication ou ceux qui ne publient pas pendant une durée de 1 an, qui est relativement courte. Il y a un focus sur ceux qui publient, quel que soit le secteur. Donc, on ne sait pas dans quel secteur est rattaché l'individu qui est considéré. Et il y a quel rôle occupe l'individu qui est considéré. En termes de définition de quitter la science, donc considérer comme l'arrêt de publication, quitter la science comme l'arrêt de publication, sans inclure d'autres rôles académiques comme l'enseignement ou l'administration ou non académique, comme un travail en entreprise ou un secteur public, est une grosse limite de cette étude. Enfin, on sait très bien qu'il y a, quand on dit sortir de la science, il y a une limite qui est assez poreuse entre des emplois scientifiques et des emplois non scientifiques. Et en termes de données bibliographiques qui sont utilisées pour générer ces facteurs d'exclusion d'individus et calculer ces probabilités de taux de survie, c'est uniquement les publications qui sont indexées dans Scopus qui sont considérées. Donc, cela exclut toutes les publications qui ne sont pas indexées, tous les travaux publiés dans des langues autres que l'anglais et, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les activités académiques autres telles que le mentorat, la relecture d'articles ou effectivement aussi tout ce qui est édition de revue, qui est un travail scientifique. Et quelqu'un qui édite des journaux, qui est reviewer d'un journal, effectue un travail scientifique, mais est exclu en fonction des critères qui sont choisis ici pour cet article. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. J'ai tenu 30 minutes, je pense que c'est bien. Et il y a une question. Mathieu. Salut Sophie, merci beaucoup pour ta présentation de cet article que je ne connaissais pas et que j'ai rapidement parcouru avant le Journal Club. Et du coup, j'avais d'autres questions par rapport à ça. La première, c'était, j'ai cru voir que dans l'article, en fait, ceux qui publient beaucoup ont plus de chances de continuer à publier par rapport à ceux qui ne publiaient pas beaucoup et qui ont moins de chances de publier. Donc Oui. ça explique aussi certaines choses, je pense, dans ce que tu as dit. Et d'autre part, je voulais savoir parce que, donc, du coup, tu l'as dit aussi, les femmes peuvent partir pour des maths, et donc, du coup, a priori, ça réduit la chance qu'elles aient de publier pendant 1 an, et donc, du coup, elles se retrouvent plus facilement exclues de la cohorte que les hommes, en fait, Ouais. parce que, du coup, elles publient moins mécaniquement parce qu'elles sont en congé maternité pendant quelques mois et donc du coup ça réduit leur chance de publier pendant 1 an. Ça peut aussi expliquer une chose. Et donc du coup par rapport à ça, est-ce que les auteurs disent quelque chose Non. Parce que donc du coup sur les disciplines, d'une part, il y a des disciplines sur lesquelles en fait on va beaucoup plus publier que dans d'autres disciplines. Donc du coup c'est pareil, ça change les dynamiques d'attrition. Et d'autre part, si on fait le croisement entre ceux qui publient beaucoup et ceux qui publient pas beaucoup, est-ce qu'il y a un effet genré dessus ou pas? Ce qui pourrait aussi voilà, expliquer les différents et les différences genrées. Quoi. Je sais pas si c'était très clair ma question. Par rapport à... Ouais, si, il parle effectivement... Après, donc cet article, c'est vraiment un article qui est très descriptif de données disponibles sur Scopus. Il n'y a pas beaucoup d'interprétations en détail d'explications
des résultats exposés dans l'article. Donc, ça ne va pas plus loin que de montrer les courbes et de montrer les tendances finalement de ces courbes et de montrer les chiffres associés à ces courbes et les proportions associées à ces courbes. Il n'y a pas du tout d'interprétation, mais il mentionne néanmoins le fait que ce serait intéressant de mener des études plutôt qualitatives dans les disciplines en question pour comprendre un peu mieux les résultats qui sont présentés dans l'article. Donc, essayer de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des disciplines concrètement via des études quali et avoir accès à ces données-là, mais qui ne sont pas du tout montrées dans l'article. Qui sont pas, c'est discuté le fait que plus on publie, plus on va avoir de facilité à publier et du coup, une interruption dans la carrière va limiter les chances de publier, mais c'est pas du tout expliqué en termes de discipline individuellement par discipline. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais il mentionne le fait que ce serait intéressant. Par exemple, pardon, vas-y, ouais. Non, je disais, et le fait que s'il y a des femmes qui ne publient pas pendant un an, mais qui continuent à publier après parce qu'elles ont fait un congé mat, tu vois, c'est dommage de les exclure. Ça peut expliquer le taux d'attrition dans des carrières. Non, pareil. Notamment. Et donc, du coup, comme mécaniquement, elles sont plus là après pour la suite, en fait, ça voudrait dire en fait que les femmes restent finalement plus en sciences que les hommes. Quoi. Parce que si tu exclus toutes les femmes qui sont parties en congé mat en début de carrière, et qu'à la fin, tu te retrouves avec un taux d'attrition qui est plus fort chez les hommes que chez les femmes, alors que tu as déjà éliminé des femmes, ça veut dire que, a priori, les femmes restent plus longtemps dans la carrière académique. Ouais. D'ailleurs, ça serait plus parce que dans l'étude que nous, on a sur l'ANR, c'est ce que je me suis dit. Ouais. En fait, en fait, moi, je me suis dit que cette représentation graphique a été hyper intéressante aussi pour notre étude à nous, dans le sens de regarder l'évolution pas le taux d'attrition, mais du coup de regarder l'évolution dans les secteurs au cours du temps et au cours des nombres d'expériences après le doctorat. Si c'est intéressant de regarder ça effectivement. Et moi, je connaissais pas du tout cette façon de représenter les données. C'est apparemment une façon de représenter les données beaucoup en médecine. Et moi, je connaissais pas du tout, donc j'ai beaucoup appris sur la partie théorique aussi de comment construire ces graphes, ce que signifie chacun de ces graphes. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, je suis d'accord que ce qui manque à cet article aussi, c'est tout l'aspect vraiment d'essayer de comprendre en détail ce qui se passe. Donc, c'est vraiment descriptif et de comprendre en détail ce qui se passe à chaque étape de la carrière des différents individus considérés. Et aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de prendre comme seul critère la publication, je pense que ça limite aussi énormément dans la comptabilisation du nombre de scientifiques et dans l'attrition. Oui, Jeanne? Oui, moi j'avais une question et peut-être que tu l'as dit au début et que ça m'a échappé, mais je me demandais s'ils avaient s'ils avaient tenu compte de l'ordre des noms dans les publications. Est-ce que c'est des premiers auteurs ou pas? Non, ils n'ont pas pris compte. Ok. C'est tous les articles. Ouais, sinon ce serait quand même. Du coup, on ne sait pas. Ce qui est aussi compliqué aussi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas du coup qui est quoi en fait. Si c'est des doctorants, des post-doctorants, des chercheurs. Enfin, on ne sait pas à quel moment de la carrière aussi. Ils font des hypothèses que c'est dans les transitions de carrière, mais on ne sait pas exactement à quelle transition de carrière ça correspond exactement. Et ça, c'est quelque chose qui manque aussi, je trouve. Mais ouais, et qui serait intéressant à regarder en fait. Sophie, tu peux remettre, s'il te plaît, la slide avec les auteurs, s'il te plaît. Ok. Tu les connais? Non, je me pose la question. Enfin, pardon, c'est juste, moi aussi, j'étais hyper choquée par le fait qu'ils ont exclu vraiment la personne qui ne publie pas pendant une durée d'1 an. Je trouve que ça peut vraiment quasiment fausser le résultat, en fait, comme l'a dit Mathieu. Et du coup, je me demande, est-ce que ça sera peut-être parce que leur système universitaire polonais, enfin, apparemment, ou d'où ils viennent, en fait, les femmes, ils n'ont pas d'habitude de prendre de longues congés mat. Enfin, je me questionne du coup pourquoi ce choix-là, en fait, en lien avec
comment dire, le profil de ces auteurs, de leurs auteurs, en fait, ouais. Après, c'est des cohortes, pour le coup, là, c'est des cohortes donc de 2010 de 2010 et de 2000. Du coup, ça implique, pour ne pas être considéré parmi la cohorte, il faut que les femmes aient eu un congé maternité, du coup, dans les dernières années, en 2018, pour ne pas être considérées comme, sur l'année 2018, qu'elles n'aient pas publié, en fait. Mm. Tu vois, parce que si elles ont si elles ont toujours publié, ça commence assez loin dans le temps, je pense, pour ne pas trop que ce soit un facteur finalement limitant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Parce que je me suis posé aussi la question de me dire quand on part en congé mat, mais là en fait, on part du début de 2010 et du coup, et on regarde le moment de la dernière publication. Et à partir de cette dernière publication, c'est là qu'on détermine si l'année à laquelle l'individu est parti. Du coup, ils se sont pas basés sur un délai d'absence de publication à l'intérieur du début enfin, de la première et de la dernière publication. Ils sont basés vraiment sur la date de la dernière date de la dernière publication. Ouais. Mais du coup, pour ceux qui sont arrivés qui publient pour la dernière publication en 2018, Oui. c'est pour eux en fait. Mm. Mais du coup, ça veut dire que ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas exclu de l'échange, enfin, ils n'ont pas considéré comme ayant quitté la science les femmes ou les hommes qui ont 1 an ou 2 ans de pause de publication. Non, ils regardent la date de la dernière année de publication. Okay. Oui, c'est Mais du différent. coup, pour les dernières années, c'est là où ça pose, où ça Oui. peut être faussé, c'est au niveau des dernières années, parce que si cette pause-là, elle a lieu au niveau des dernières années, ils sont considérés comme partants, alors qu'ils sont pas forcément partants. Mm. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi longitudinalement comme ça, entre 2000 et 2010, ces deux cohortes, c'est assez long dans le temps pour avoir cette échelle-là. Ouais. Et après, juste pour ce qui est intéressant aussi, je trouve la conclusion, une des conclusions qu'ils font en fait par rapport le fait il y a besoin peut-être de regarder un peu plus des études Cali, c'est ça, Ouais. voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de cette discipline. Et c'est là en fait, je sais pas, je suis curieuse de voir s'ils ont cité des études un peu, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en fait au niveau des Cali. Donc je pense qu'on est plutôt dans une logique où enfin, je me demande, tu vois, on n'est pas dans une logique où des personnes, enfin, des auteurs qui font de Kanti, ils mènent leurs études Kanti, et puis ceux qui font le Kali, enfin, dans la communauté Kali, il est longtemps, il est hyper clair que la carrière sont field spécifiques, enfin, dont on a parlé la dernière fois, tu vois, donc ouais. c'est quand même étonné de voir encore des études qui disent à la fin, en conclusion, que voilà, peut-être il y a des différences disciplinaires, peut-être qu'il va falloir creuser un peu plus. Là, ils le disent même pas, ils le disent au début, en fait, vraiment en introduction, c'est important de voir des études. Là, c'est vraiment le premier travail sur les 38 pays de l'OCDE sur ce type de données, quoi. C'est pour ça que je pense que ça a été publié dans ce journal-là, parce que c'est avec beaucoup de données sur plusieurs pays et regarder une dynamique sur plusieurs pays. Ouais. Mais effectivement, en fait, il mentionne quand même que en fonction des disciplines, il y a des départements où les femmes, où il y a plus de défis au sein et un accueil qui est moins bon pour les femmes dans certaines disciplines. Il y a des accueils plus hostiles aux femmes dans certaines disciplines que d'autres. Donc, c'est quand même mentionné dans l'article. D'accord, ouais, c'est cool. Mais du coup, ce serait bien effectivement de faire, ils le disent, hein, ce serait bien d'avoir une étude quali et que là, c'est vraiment très descriptif en fait ce qu'ils font dans cet article-là. Mais moi, ce que j'ai aimé, encore une fois, c'est l'aspect aussi de représentation de données que j'avais jamais vu de cette façon-là. Donc, je trouvais ça intéressant de représenter des données comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres remarques, Alex? Ouais. Oui, je veux bien que tu remettes la slide sur où il y a toutes les inclusions, exclusions, le graphe avec toutes les étapes. Ouais, celui-là. Ouais, Sur la alors il y a case aussi. Oui, pardon, vas-y.
Non, j'avais demandé parce que sur la case du bas, tu as la cohorte totale et tu as le nombre de publications totales. Mhm. Et est-ce que Ah je ouais, comprends bien les choses que en moyenne, genre à gauche, ils ont publié quasiment 20 papiers par auteur? Bah après, oui, si, c'est ça, le nombre de. Si, c'est ça. Après, c'est quand tu es chercheur depuis 18 ans, tu peux avoir, Ouais, pour ceux qui restent. pour ceux qui restent, ouais, Ouais, c'est ouais, vrai. tu peux avoir un nombre important de papiers publiés. Pas forcément en premier auteur, là, encore une fois, hein. Ouais, c'est toutes les publications. Ouais, Toutes ok. les publications qui sont présentes dans Scopus. Et par contre, ce qui n'est pas du tout discuté, ce que je disais, c'est pourquoi avoir sélectionné des individus qui ont au moins 2 articles. Ça, c'est pas du tout discuté dans l'article. Et je me suis posé la question et j'ai pas trouvé la réponse dans l'article. Ouais, Pourquoi moi j'ai avoir l'impression fait ce choix-là? qu'ils associent fortement le côté chercheur au côté avoir des publications scientifiques et du coup. Bah ouais, c'est ça. Mm. Du coup, il faut un Et, minimum 2 pour être sûr que ce soit pas un hasard, quoi. mm. Mm. Et sur les pays, tu as dit comment ils avaient fait pour estimer les pays? Bah, les pays, en fait, ils regardent. Attends, hop, non, c'était là. Les pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent l'affiliation. En fait, dans chaque article, tu as un pays d'affiliation et ils Mm. comptabilisent pour chaque individu ces pays d'affiliation et celui qui revient le plus souvent est le pays d'affiliation de l'individu. Ce qui est aussi Ouais. contestable. Ouais, non, parce que je réfléchissais, je me disais au niveau de leurs données, ça aurait été super intéressant de croiser les analyses pays par pays. Comme ça, tu peux voir les pays où il y a vraiment des écarts de genre importants, d'autres où il y en a beaucoup moins, Mm. mais pas avec leur méthode. Du coup, enfin, c'est pas fiable avec leur méthode. Non. Ouais. Parce qu'en plus, les pays, tu vois, si tu es en début de carrière, tu pars en postdoc et tu Mm. publies. Donc, ça fausse. Si tu as beaucoup d'articles publiés en postdoc, ça va fausser un peu ton pays d'affiliation, quoi. Oui, complètement. Non, sinon, bah, enfin, je trouve super intéressant de montrer les données. Je trouve super dommage de ne pas avoir de facteurs explicatifs et de ne pas creuser pourquoi les différences disciplinaires, pourquoi les différences dans le temps. Ouais. C'est triste. C'est clair, c'est aussi c'est intéressant et en même temps c'est méga frustrant. Moi, je suis vraiment pareil. Enfin, à la fois ça invisibilise complètement ce qui peut se faire euh, hors de secteur où tu publies. Et puis effectivement, ça analyse pas ce qui est vraiment euh, lié à soit une stratégie de la part des femmes qui quittent la recherche, enfin quelque chose de volontaire ou quelque chose de subi, quel est le pourcentage d'entre elles qui se sont senties euh, exclues ou en tout cas pas en capacité d'y avoir un poste pérenne. Enfin, ça pose plein de questions. Ouais. Bah, après, là, oui, c'est vraiment descriptif et ça donne Ouais. des clés aussi pour des études quali, du coup, plus ciblées par discipline. Ça donne par discipline, par pays. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ces clés en main pour justement monter une étude quali sur ça. Et aussi cet aspect longitudinal à regarder sur 2 cohortes, je trouve ça aussi intéressant. Et les différences entre l'évolution aussi entre les 2 cohortes, c'est intéressant de le montrer, quoi. Que ce soit vraiment montré statistiquement parlant. Et sur les disciplines, je ne sais plus si tu l'as dit au début, tu disais que la différence de genre, on les voyait surtout dans les STEM de DAS, donc la disparité comme ça. Est-ce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas aussi regardé les autres disciplines? Est-ce qu'ils avaient d'autres raisons de s'intéresser qu'aux STEM? Parce que, non, je sais pas pourquoi ils se sont. C'est une bonne question. Ils le disent, mais je sais plus pourquoi ils se sont intéressés que au STEM. Parce que Télé? Ouais. Ouais, j'ai une petite hypothèse pour ça. Je pense que c'est parce que ça, enfin, je travaillais avec le données Scopus Mm. et c'est parce que c'est très compliqué de récupérer les données pour les SHS en fait dans le Scopus. Ils sont pas présents en fait. Tout le discipline et c'est difficile à faire de généralisation à partir de données pour les SHS. Et puis, il y a trop de critiques après derrière aussi. Parce que SHS, souvent, ça publie, puis ensuite dans des journaux nationaux, en fait, Ouais. la langue et tout ça. Et du coup, ça va être trop compliqué. Ouais, c'est une hypothèse.
Oui, là, c'est avoir accès finalement à une base de données assez importante, accessible. Voilà. D'autres commentaires, questions? Non, mais c'était super intéressant. Oui, merci. Merci. Merci de votre attention.